et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 novembre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a reçu le vice-ministre cubain des forces armées, le général de corps d'armée, Joaquín Quintasola. Le président de la République a reçu au siège de la présidence le recteur de la mosquée de Paris, le docteur Shamseddine Hafiz. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu le chef d'état-major de la défense de la République d'Inde, avec qui il a abordé la coopération militaire et les voies de renforcer la coordination sécuritaire. Logement, coup d'envoi de la distribution de plus de 102 000 unités à travers le territoire national, toutes formules confondues. Le ministre de l'Habitat lance l'opération de Ain Defla et fait le point sur l'ADL 3. Les détails tout à l'heure. Célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale. Le Centre culturel algérien à Paris rend hommage à France Fanon et sa contribution contre les idées colonialistes. Nous ferons le point avec notre correspondante sur place. Santé, on s'intéresse ce soir au cancer du sein chez l'homme, une pathologie peu connue mais qui touche plus d'1% de la gente masculine. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune, a reçu ce dimanche le vice-ministre cubain des forces armées, le général de corps d'armée Joaquín Quintasola. L'audience s'est déroulée en présence du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, et du ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi. Le vice-ministre cubain des forces armées a affirmé que sa rencontre avec le président a été fraternelle et fructueuse et en adéquation avec les relations liant l'Algérie et Cuba durant plus de 60 années. Je vous invite à l'écouter. Quiero informarles que la audiencia con el presidente. Cette rencontre avec le président de la République algérienne a été fructueuse et empreinte de fraternité, à l'image des relations de fraternité et d'amitié qui lient l'Algérie et Cuba depuis plus de 60 ans. Je voudrais à l'occasion féliciter le peuple algérien et ses forces armées à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération algérienne. Et je tiens à vous adresser à tous du fond du cœur mes salutations fraternelles. Vive l'Algérie et vive Cuba. Viva Argelia, viva Cuba. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a également reçu ce dimanche au siège de la présidence de la République le docteur Shamseddine Hafiz, recteur de la mosquée de Paris. Coopération militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire le général d'armée Anil Chauhan, chef d'état-major de la défense de la République d'Inde, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Yasmine Massoudi pour les détails. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté au général par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, l'ambassadrice de la République d'Inde en Algérie et les membres de la délégation indienne. Les deux parties ont abordé les domaines de coopération militaire bilatérale et les moyens de renforcement de la coordination sécuritaire, de même qu'ils ont échangé les points de vue sur les défis sécuritaires internationaux et les questions d'actualité. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution
au terme de laquelle il a tout d'abord souhaité la bienvenue au chef d'état-major de la défense de la République d'Inde, en mettant l'accent sur la solidité des relations et des liens historiques qui unissent les deux pays. أغتنم هذه السانحة للتذكير بمتانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بلدينا حيث دعمت الهند. Je saisis cette occasion pour rappeler les relations solides et les liens historiques qui unissent nos deux pays. L'Inde a soutenu notre révolution de libération et a défendu le droit de notre peuple à l'autodétermination, notamment au sein du mouvement des non-alignés, pour lequel le Premier ministre Nehru a joué un rôle important dans sa fondation et a fait asseoir les principes de libération et de décolonisation. La récente visite effectuée par la présidente de la République d'Inde, Madame Draupadi Murmu, constitue une preuve tangible de la volonté inébranlable des dirigeants des deux pays à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et d'élargir les perspectives de coopération dans divers domaines. لإعطاء نفس جديدة للعلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مختلف الميادين. كما ساهمت المباحثات التي أجراها رئيس. Les échanges entre les deux chefs d'État ont également permis de tracer de nouvelles perspectives et d'adopter des stratégies futures susceptibles de rehausser le niveau de coopération bilatérale en activant tous les mécanismes communs dans le cadre des commissions mixtes, à savoir la commission mixte de coopération et du mécanisme de consultation politique dans le but de hisser le partenariat fondé sur les liens historiques unissant nos deux nations à son meilleur niveau. Le général d'armée a également exprimé sa gratitude à son hôte d'avoir honoré l'invitation pour prendre part aux festivités commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution de libération du 1er novembre 1954, ce qui dénote de leur attachement au renforcement des liens solides qui unissent les deux pays amis. En cette occasion, il me plaît de vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir honoré notre invitation pour prendre part aux festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, ce qui témoigne de l'intérêt que vous accordez à la consolidation des relations exceptionnelles qui unissent nos deux pays amis. De son côté, le général d'armée Anil Chauhan, chef d'état-major de la défense de la République d'Inde, a fait part de sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation, et a affirmé la volonté des deux parties à examiner les moyens de renforcer la coopération militaire et de l'étendre à de nouveaux domaines. En cette occasion, les deux parties ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine militaire entre les ministères de la Défense nationale de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la Défense de la République d'Inde. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le général d'armée Anil Chauhan ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Dans l'actualité, ce dimanche, début de distribution de plus de 102 000 logements à travers le pays sur instruction du chef de l'État. Et à l'occasion du 1er novembre, le ministre de l'Habitat en a donné le coup d'envoi depuis Aïn de Flamme. Mohamed Tariq Belaribi a affirmé à l'occasion que les assiettes foncières dédiées à la première tranche de la ADL 3 ont été identifiées. Plus d'1 million d'inscrits ont été acceptés provisoirement sur la plateforme numérique. Yamina Saïdji. Une large opération de distribution de logements, toutes formules confondues, a été lancée à travers le pays à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belaribi, a fait savoir que le secteur a pris une série de mesures, notamment la mise à disposition des assiettes foncières qui abriteront le programme ADL 3 afin d'assurer un démarrage réussi du programme.
Les autorités algériennes, sous la direction du président de la République Abdelmajid Tebboune, se sont engagées à préserver l'héritage des martyrs en adoptant une politique axée sur le caractère social de l'État. Dans ce cadre, un programme de logement intitulé « Le quinquennal 2020-2024 » a été mis en place. Il était de notre devoir de relever le défi que nous avons réussi à relever grâce aux compétences de la jeunesse nationale d'une part et à la coordination continue avec les autorités locales d'autre part. C'est un mandat au cours duquel nous avons réalisé de nombreuses avancées sociales. Nous avons distribué 1 700 000 logements. Il est à noter que l'Algérie a connu durant ces 5 dernières années des opérations de distribution de logements sans précédent. حيث عرفت الجزائر خلال ال5 سنوات الفارطة عمليات توزيع نوعية للسكنات لم يسبق لها مثيل. Toujours dans le cadre des festivités du 1er novembre 54, 2861 logements toutes formules confondues ont été distribués dans la wilaya de Constantine, qui est classée première au niveau national en termes de réalisation et de distribution de logements, avec plus de 23 000 logements attribués entre 2020 et 2024. Constantine reste en première ligne dans l'application de la politique de l'État. Dans la wilaya de Skikda, 2800 logements ont été distribués ainsi que des aides à l'habitat rural accordées à 1000 bénéficiaires. Elle se classe deuxième au niveau national en termes de réalisation et de distribution de logements. À Tamen Rasset, dans le sud du pays, 687 décisions d'aide à l'habitat rural ainsi que 262 aides financières ont été distribuées aux bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'afficher leur joie après des années d'attente. Le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution a été grandement célébré durant le week-end. Des festivités à travers tout le pays et où les amis de la Révolution algérienne ont été conviés. Les enfants et petits-enfants de certains d'entre eux faisaient partie des hôtes. L'Algérie leur a rendu hommage à l'occasion. Nedjoua Jeddi, Beda Mardi. Les amis de la Révolution étaient reçus par le président de la République en reconnaissance du soutien qu'ils ont manifesté à la guerre de libération nationale, une guerre qui a inspiré d'autres peuples. Le fils du général Diep, leader de la résistance vietnamienne contre le colonialisme français lors de la bataille de Dien Bien Phu, était présent pour célébrer avec le peuple algérien cet événement national. Et de l'Amérique latine, la fille de Che Guevara, symbole de la résistance contre l'injustice, a également pris part aux festivités du 1er novembre. Mon père m'a toujours parlé de l'Algérie car il était étroitement lié à la guerre de libération. Le peuple algérien a lutté pendant des années pour sa liberté et le recouvrement de sa souveraineté. L'Algérie était un exemple pour l'Afrique et beaucoup d'autres pays de par le monde. La guerre de libération a démontré qu'il est possible de vaincre le colonialisme. Le petit-fils de Nelson Mandela, symbole de la résistance contre l'apartheid, était aussi présent à la commémoration du 1er novembre. Ému, il dira que l'Algérie a soutenu la résistance de son grand-père. Nous, la famille de Nelson Mandela, considérons l'Algérie comme notre deuxième patrie. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Tout le monde sait que l'Algérie est un symbole de la résistance et beaucoup de pays, notamment africains, se sont inspirés de cette glorieuse révolution. La petite fille d'Enrico Mattei a exprimé sa fierté d'être dans un pays qui lui rappelle les principes de la liberté et de l'indépendance soutenus par son grand-père. Et le petit-fils du président chilien Salvador Allende a exprimé sa joie d'être aux côtés du peuple algérien. Les amis de la révolution algérienne étaient heureux de faire partie des hôtes de l'Algérie pour célébrer cet événement national. La parade militaire à laquelle nous avons assisté aujourd'hui reflète la grandeur de ce pays. La révolution du 1er novembre reste ancrée dans les mémoires de tout un chacun et l'Algérie reste reconnaissante à tous ceux qui ont exprimé leur soutien et leur solidarité à cette glorieuse révolution. Et le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale a été célébré
également à l'étranger, par les Algériens de l'étranger. En France, par exemple, le Centre culturel algérien a organisé une exposition en hommage à Frantz Fanon, figure majeure de l'anticolonialisme. Il s'est engagé dans la guerre de libération nationale en tant que citoyen algérien et a choisi le côté de la justice dès son jeune âge. L'exposition s'étalera jusqu'au 30 novembre prochain. Plus de détails avec notre correspondante sur place à Afaf Belfouchette. C'est avec un hommage à l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la dignité humaine, Frantz Fanon, que le Centre culturel algérien a choisi de célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Hier, nous étions le 1er novembre. Dans 6 mois, nous sommes en juillet 2025. Ce sera le centenaire de la naissance de Fanon. Donc ces deux dates se télescopent. Et comme je dis, Fanon et l'Algérie sont indissociables. La soirée vise à montrer que, en dehors des sphères intellectuelles et politiques, la population civile, les artistes, le peuple, veut se réapproprier le symbole Fanon et la pensée fanonienne. La soirée s'ouvre sur un vernissage vibrant où l'ombre de Fanon hante chaque toile, chaque photographie et chaque fragment d'histoire exposée. À travers les arts plastiques les plus populaires, donc le street art, les fresques murales, la bande dessinée et le pop art, on a des portraits de Fanon. Et tandis que les œuvres murmurent un appel puissant à la justice et à la libération, la soirée se poursuit par une odyssée musicale et politique. Je suis noire. Je réalise une fusion totale avec le monde. Mix Taras qui offre une exploration hybride évoquant autant le carrefour des idées que la résilience face aux oppressions. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de musiciens qui rendaient des hommages à Fanon, aussi bien dans le jazz, dans le rap, que dans d'autres styles de musique. Donc la création de ce soir, c'est une collaboration entre le Centre culturel algérien et le collectif d'artistes Mix Taras. Fanon, Amrouche, Pharaon. 3 sources vives. Des interludes parlés ou chantés, rappelant les écrits de Fanon avec une intensité saisissante. Chaque note, chaque accord résonne comme une injonction à la justice, unissant les esprits autour de la vision fanonienne d'un monde libre. Représente l'Algérie, la liberté, la fraternité, le vivre ensemble. Je représente tout ça, surtout la liberté. Ce que j'ai adoré dans les choix que j'ai pris, c'est Peau noire, masque blanc, et c'était précisément le chapitre un des chapitres qui s'appelle de l'expérience vécue d'un noir. Et ce que j'aimais, c'est la façon dont il parlait à la première personne. Donc ça a amené quelque chose d'intime et d'une une proximité qui permettait qu'on pouvait se mettre dans ses chaussures et qu'on pouvait ressentir ce qu'il ressentait. Un hommage qui transcende la simple performance musicale pour devenir une incantation vibrante où chaque note célèbre la lutte pour la dignité et l'unité des identités multiples. La fusion audacieuse des rythmes africains et de sons urbains ont créé un espace où la révolte et l'espoir se sont mêlés, rappelant les idéaux de Fanon dans un élan à la fois viscéral et poétique. Voilà donc la pensée fanonienne à l'honneur jusqu'au 30 novembre au Centre culturel algérien de Paris. Retour dans le pays et direction Oran qui abrite depuis vendredi dernier le Forum panafricain de la jeunesse, une 4e édition réunissant 500 jeunes venus de 55 pays du continent. Un espace donc de discussion autour des besoins de la jeunesse, les moyens de l'aider et d'échanger les expertises dans différents domaines. L'expérience algérienne dans l'entrepreneuriat est mise en avant à l'occasion. Wahiba Alali, Badara Mardi. La renaissance du continent africain, une ambition portée et partagée par sa jeunesse à l'exemple d'Injor. Ce jeune Nigérian de 25 ans prend part au forum dédié à cette frange, animé par la volonté de participer activement à l'essor de l'Afrique à tous les niveaux et au service de son pays. L'Algérie nous a ouvert les portes pour échanger les expériences et les idées et nous enquérir des opportunités disponibles. Dans mon pays, beaucoup de jeunes souffrent du chômage. Je peux désormais leur présenter l'expérience algérienne dans le domaine de l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent en tirer profit. From Algeria to my country. 500 jeunes femmes et hommes de 55 pays africains porteurs d'idées dans différents secteurs d'activité les soumettent au débat dans des ateliers thématiques. Nous œuvrons à instaurer un dialogue et une concertation entre les jeunes Africains considérés comme pierre angulaire de l'Afrique.
Nous avons évoqué les modalités de mise en pratique des débats menés lors de nos ateliers. Dans le cadre de cette rencontre, nous avons signé une convention avec l'Union africaine. C'est une valeur ajoutée pour la jeunesse algérienne et africaine. Dans le cadre des travaux de ce forum, l'Algérie a rejoint hier soir l'initiative de l'Union africaine M Million Next Level qui vise à créer des opportunités d'emploi, de formation et d'enseignement pour les jeunes africains. Les participants au forum ont par ailleurs souligné la nécessité de canaliser et d'unifier les efforts des instances officielles représentant les jeunes dans les pays africains à travers un mécanisme qui sera arrêté prochainement par une commission composée des présidents des conseils de la jeunesse de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Cameroun. Santé, octobre, le mois de la lutte contre le cancer du sein vient de s'achever. Cette pathologie qui touche en majorité des femmes concerne également 1% des hommes. Et comme nous faisons de la sensibilisation tout au long de l'année, nous avons choisi ce soir de nous adresser à la gente masculine à travers ce reportage signé Yasmine Massoudi. C'est accompagné de sa mère que ce jeune homme entre dans le service de chirurgie thoracique du CHU Lamine de Barine pour un contrôle post-opératoire. Atteint de gynécomastie, c'est sa mère qui a remarqué les premiers signes physiques et l'a encouragée à se faire examiner. Aujourd'hui, elle revient sur leur parcours. Vers l'âge de 7 ou 8 ans, mon fils a commencé à prendre du poids. Malgré un régime, sa poitrine est devenue de plus en plus visible, ce qui le complexait énormément. À partir de là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, mais je ne savais pas quoi. Je l'ai emmené chez un ostéopathe qui lui a prescrit une ceinture de maintien, mais il n'a jamais voulu la porter à cause de l'apparence de sa poitrine. Après de nombreux examens, les médecins nous ont dit que la chirurgie était nécessaire. Heureusement, tout s'est bien passé pour lui et aujourd'hui, après de longues années de souffrance, je peux dire que mon fils a retrouvé confiance en lui. Les pathologies mammaires, souvent associées aux femmes, concernent pourtant 10% des hommes. Nombreux sont ceux qui hésitent encore à parler de ce sujet tabou ou de consulter. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai commencé à remarquer un changement dans mon corps. Au début, je pensais que c'était normal, mais en grandissant et en pratiquant des sports, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas avec ma poitrine. Son apparence n'était pas normale, c'est là que j'ai décidé de consulter. Après plusieurs examens et échographies, les médecins m'ont diagnostiqué une gynécomastie. Cette pathologie a énormément affecté mon bien-être psychologique. Aujourd'hui, 10 ans plus tard et après l'opération, je vais beaucoup mieux. Et je veux dire aux jeunes qu'il n'y a aucune honte à consulter. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide en cas de doute. Si la gente masculine est concernée par certaines pathologies mammaires bénignes, elle l'est également par d'autres qui sont souvent mortelles. Seulement 1% de tous les cancers du sein affectent les hommes. Il est cependant important qu'ils sachent qu'ils peuvent être concernés par cette pathologie mortelle, d'où l'importance de la sensibilisation. L'homme, au même titre que la femme, doit s'auto-examiner. S'auto-examiner morphologiquement. Ça, c'est un peu le rôle des mamans parce que ça commence à l'enfance, on va dire vers 10-12 ans. La glande mammaire continue à augmenter alors que normalement elle doit s'arrêter et c'est à ce moment-là que la mère doit s'interpeller pour voir l'évolution et si à partir de 15-16 ans la glande continue à augmenter, il faut consulter et éventuellement faire un acte chirurgical. Comme vous avez pu le voir, ce sont des chirurgies ce qu'on appelle reconstructrices, c'est-à-dire qu'on va enlever les 2 glandes mammaires à travers des petites incisions qui n'apparaîtront plus au bout de quelques mois. Parce qu'ils pensent que ça va toucher sa virilité. Avoir un nodule dans le sein ou avoir une glande mammaire élevée, il va penser que ça... Alors que pas du tout. C'est simplement une évolution qu'on pourrait stopper avec simplement un traitement chirurgical.
exceptionnellement médicale, mais essentiellement chirurgicale. Et avec cela, il pourra vivre une vie tout à fait naturelle. Et pour le cancer, bien sûr, on espère que l'homme va s'auto-examiner pour découvrir ses nodules assez rapidement, fréquemment, pour qu'on puisse les traiter et surtout suivre sa progéniture sur les tests génétiques et avec des explorations morphologiques. Pour prévenir et détecter précocement les troubles du sein chez les hommes, ces derniers doivent réaliser des auto-examens réguliers et consulter un médecin en cas de changement. Il est important de signaler les antécédents familiaux et d'adopter un mode de vie sain. Dans le dossier sahraoui, le changement de la position française suscite toujours les interrogations. Le Washington Post met en lumière des raisons qui auraient pu influencer la décision française faisant fi du droit international. Le quotidien américain évoque des pressions du régime marocain et le recours à l'espionnage via le logiciel Pegasus. Yamina Saïchi. Dans un article récent, le Washington Post s'est penché sur le changement de cap de la France au sujet du Sahara occidental. Selon le journal, ce revirement de situation pourrait être lié aux pressions exercées par le régime marocain sur Emmanuel Macron, notamment par le biais du logiciel espion Pegasus utilisé pour surveiller des responsables français. Cette affaire aurait suscité une vive réaction en France et à l'international, poussant les autorités françaises à réduire les aides et privilèges habituellement accordés au Maroc. Dans un contexte de répression grandissante, le Maroc n'hésite pas à recourir à l'espionnage pour imposer sa volonté et influencer la France sur des questions sensibles, notamment l'immigration. En dénonçant ces pratiques abusives, le militant des droits de l'homme marocain Abdelmoumni a été pris pour cible, ce qui a conduit à son arrestation et son emprisonnement, révélant ainsi une violation flagrante de ses droits fondamentaux. De plus, le piratage des appareils électroniques de plusieurs défenseurs des droits humains témoigne d'une stratégie délibérée d'intimidation, suscitant une indignation croissante à l'échelle nationale et internationale. Le Washington Post a qualifié la visite d'Emmanuel Macron de visite qui suscite un grand débat. Lors de cette rencontre, les questions relatives aux libertés et aux droits humains n'ont pas été abordées. En revanche, la France et le régime marocain se sont concentrés sur le pillage des ressources du Sahara occidental, cherchant à établir une collaboration légale pour s'approprier ces richesses au détriment des droits fondamentaux de la population sahraoui. Les attaques sionistes se poursuivent à Raza et au Liban. Plusieurs Palestiniens ont été tués dans les bombardements ce dimanche du quartier de Tel El Hawa dans le sud de l'enclave. La situation humanitaire y empire de jour en jour. L'occupant sioniste intensifie ses frappes également au sud et l'est du Liban. Une attaque près de Saïda a fait 3 morts aujourd'hui. Le point avec Sabrina Kshrout. C'est un épisode de plus dans le feuilleton de l'horreur que l'entité sioniste fait subir à ses voisins dans le Chem. Au Liban, 3 morts ont été recensés après une frappe sioniste près de Saïda. Ces dernières heures, plusieurs frappes ont touché la plaine de la Bekaa à l'est du Liban. L'entité scélérate accuse la région d'être un fief du Hezbollah et l'a bombardée massivement ces derniers jours. Douris, situé à proximité, a de même été martyrisé par une série de frappes. Lévis, autant que le patrimoine millénaire de la région, n'ont pour le moment que peu de poids pour faire cesser ces massacres. Pendant ce temps, la catastrophe humanitaire perdure à Raza. À 393 jours, le bilan de l'agression génocidaire sioniste dans la bande sud de Palestine est passé à 43 341 martyrs et 102 105 blessés selon les autorités palestiniennes de la santé. C'est dans ce contexte que l'UNRWA, agence pour les réfugiés palestiniens, présente notamment à Raza, est menacée de démantèlement. Sans l'UNRWA, a déclaré aujourd'hui son directeur général Philippe Lazzarini, le sort de millions de personnes ne tiendra qu'à un fil. Ce sont notamment 50 000 enfants qui fréquentent les écoles de cette organisation en Cisjordanie occupée. Autre organisation onusienne, l'UNICEF a hier appelé à la fin immédiate des attaques de l'armée sioniste contre les civils dans la bande de Raza, en particulier la partie nord où ces dernières 48 heures ont vu plus de 50 enfants tués à Jabalia. Selon cette institution onusienne pour l'enfance, 2 immeubles résidentiels ont été visés. L'UNICEF appelle les États membres à user de leur influence pour garantir le respect du droit international en accordant la priorité à la protection des enfants. Nul doute que Raza, comme l'ensemble de la Palestine ainsi que toute la région, doivent être préservés des velléités expansionnistes de l'entité sioniste. Le génocide que les puissances occidentales peinent à nommer doit cesser.
Et aux États-Unis, dernière ligne droite pour les candidats à une présidentielle hors norme. Kamala Harris et Donald Trump tentent le tout pour le tout ce dimanche, 2 jours avant le scrutin aux résultats imprévisibles. Mais une chose est sûre, le recours au vote par anticipation a connu un grand succès. Et c'est ce que nous explique notre envoyée spéciale Laetitia Setraoui. Le Wisconsin, un État clé qui pourrait déterminer les résultats des prochaines élections présidentielles ici aux États-Unis. De nombreux électeurs ont choisi le vote anticipé en se rendant au bureau de vote. J'encourage tout le monde à venir voter de manière anticipée. Votre voix compte et c'est très important de participer à ce processus qui est très simple. Voter est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que citoyens. Peu importe pour qui vous votez ou quelles sont vos valeurs. Assurons-nous que nos voix soient entendues. Selon les experts, cette tendance au vote anticipé s'explique par plusieurs facteurs. En 2020, nous avions constaté une forte augmentation du vote anticipé en raison de la pandémie de Covid. Et je pense que beaucoup de gens se rendent compte que c'est vraiment pratique. En votant de manière anticipée, on peut éviter les longues files d'attente le jour de l'élection et le faire selon son propre emploi du temps. Nous avons vu les campagnes encourager davantage de gens à voter de cette manière, car je pense qu'ils sont plus susceptibles de voter s'ils planifient de le faire à l'avance. Les électeurs du Wisconsin, comme ceux de nombreux autres États, ont profité du vote anticipé. Et je pense qu'il y a certainement eu beaucoup de votes anticipés. Rien que dans le comté de Milwaukee, on estime qu'environ 80 000 personnes y auraient voté par anticipation. Je pense que cela reflète surtout une participation plus élevée pour cette élection et un grand intérêt des électeurs, plutôt qu'un simple pic du vote anticipé en soi. Des millions de voix ont déjà été exprimées par correspondance ou en personne. Les États clés voient une participation importante pour ce groupe d'électeurs qui pourrait s'avérer décisive dans une course très serrée pour la Maison-Blanche. Sport, l'équipe nationale de handball se prépare en prévision du championnat du monde de la discipline prévu en janvier prochain. Les Verts s'envoleront demain pour la Pologne où ils effectueront un stage fermé. Walid Farhani les a rencontrés aujourd'hui à la salle Hacha qui a abrité le dernier entraînement avant le départ. Commentaire de Sarah Delpel. Affiner leur forme physique, renforcer leur cohésion et peaufiner leur stratégie de jeu. Ce sont là les objectifs de Ferrand Knihili durant ce stage de préparation prévu en Pologne. On est rentré en stage à Alger avec les locaux. Pour demain, Inch'Allah, on ira en Pologne et on va être au complet par rapport. Il y a éventuellement quelques absences, mais par cause de blessures ou indisponibilité. Mais en général, tout le groupe va se regrouper. Pour ce stage du mois de novembre, de nouveaux joueurs ont rejoint la sélection nationale. Et au programme, 4 matchs d'évaluation avec de bons sparring partners. Ça va nous permettre de profiter de cette date IHF, de s'entraîner, de travailler et de jouer quelques matchs d'entraînement, quelques matchs avec des équipes polonaises de bon niveau. C'est un bon test pour nous, c'est une occasion pour voir les joueurs de près. Et c'est ça, déjà, il faut pas, dans la dernière ligne droite, il faut qu'on travaille sans cesse en prévision du championnat du monde, Inch'Allah. Conscient de l'enjeu de la compétition à venir, le 7 national poursuit sa préparation avec une grande détermination et une plus grande ambition de représenter fièrement l'Algérie lors du championnat du monde, prévu le mois de janvier prochain. Sport toujours et football, on a joué pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 Mobilis. l'US Biskra a reçu aujourd'hui la GS Kabylie, une rencontre qui s'est soldée sur un score d'1-0 en faveur des visiteurs. Et c'est l'attaquant Boubacar Sahar qui a ouvert le score pour les Kabyles à la 84e minute de jeu. Une 4e victoire qui permet à la JSK de remonter à la 4e place du classement. Voilà donc le but. Le deuxième match a opposé l'Olympique, ou plutôt oppose actuellement l'Olympique d'Arbo à l'Espérance de Mostaganem. La rencontre ne s'est pas encore terminée et le score est de 2-1 pour Mostaganem.
Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.